Bienvenue sur notre podcast, La vaccination pour les pros, épisode 3. Avec nous aujourd'hui, professeur Elisabeth Botello-Nevers, infectiologue au CHU de Saint-Étienne, et professeur Gaëtan Gavadi, gériatre au CHU de Grenoble. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast La vaccination pour les pros. Nous allons aborder ensemble la vaccination de nos aînés. Première question, professeur Elisabeth Botello-Nevers. Pour resituer, quels vaccins sont recommandés spécifiquement chez le sujet âgé ? Bonjour. Alors, les vaccins qui sont spécifiquement recommandés chez le sujet âgé, on va partir sur un âge supérieur à 65 ans parce que c'est ce qui habituellement définit les seniors. Donc, on va recommander spécifiquement à partir de 65 ans et tous les 10 ans, contrairement à la population générale, la vaccination avec un rappel diphtérie, tétanos, poliomyélite. On va également recommander chez tous les sujets âgés de 65 ans et plus la vaccination antigrippale, soit avec un vaccin quadrivalent classique, soit il est recommandé également un vaccin quadrivalent haute dose. On va également, et à ce stade, en fonction de la circulation du SARS-CoV-2, on va recommander la vaccination Covid-19. Pour les sujets entre 65 et 80 ans, on va recommander une dose de vaccin bivalent quand la dernière injection ou infection remonte à plus de 6 mois. Et pour les sujets âgés de plus de 80 ans, on va recommander une injection de rappel avec un vaccin toujours bivalent à partir du moment où on est sur une injection ou une infection qui date de moins de 3 mois. Et ça, notamment quand on est dans une situation où les cas de Covid augmentent. Enfin, on va recommander également, spécifiquement lié à l'âge, une vaccination contre le zona entre 65 ans et 74 ans révolus, avec un vaccin zona qui est un vaccin vivant atténué. Et puis, il reste une dernière vaccination qui n'est pas vraiment liée à l'âge, mais qui est liée à des facteurs de risque d'infection à pneumocoque, qui est donc la vaccination contre le pneumocoque. Et avec l'âge, les situations d'insuffisance cardiaque, hépatique, rénale, respiratoire, mais également le diabète augmentent avec l'âge. Et donc, quand on est âgé et qu'on a une de ces pathologies, il est recommandé de vacciner contre le pneumocoque. Et pareil, si on est immunodéprimé, il est recommandé de vacciner les sujets, y compris de plus de 65 ans, avec cette vaccination qui est composée d'un vaccin par le vaccin conjugué 13 valences, suivi par la suite d'un vaccin 23 valences non conjuguées. Professeur Gavadi, du coup, quel est l'intérêt de vacciner les sujets âgés contre ces infections ? Alors, on pourrait prendre infection par infection, déjà avoir bien en tête que la susceptibilité, donc la capacité à un sujet âgé à être sensible à une infection est très très augmentée. En fait, les sujets âgés vont, pour un tiers d'entre eux, demain décéder d'une infection. Ça va être une cause immédiate. Donc ces maladies infectieuses sont particulièrement importantes en nombre et en gravité chez les sujets âgés. Alors dès qu'on a des vaccins qui permettent de prévenir, d'éviter la maladie ou d'éviter la sévérité de la maladie, on devrait les utiliser. Alors, on peut commencer par le tétanos. Le tétanos, la diphtérie, tout ça sont des maladies qui sont peu prévalentes, mais le vaccin marche tellement bien, il y a tellement peu d'effets indésirables que il est tout à fait conseillé. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a vacciné les gens qu'on a maintenant quelques cas de tétanos seulement annuels. Mais les quelques cas de tétanos annuels sont essentiellement chez les sujets âgés. On ne parle pas beaucoup de la coqueluche, mais la coqueluche est une maladie aussi qui est potentiellement grave chez le sujet âgé, et elle a des profils épidémiques qui évoluent tous les 2-3 ans avec des petits pics épidémiques, et donc on recommande plus facilement, même si ce n'est pas complètement dans le schéma vaccinal, puisque le schéma vaccinal officiel de la CTV, donc de la commission de technique de vaccination et de l'HAS, est plutôt de recommander une stratégie de cocooning, donc vacciner plutôt les grands-parents, on va dire. Alors il y a les grands-grands-grands-parents qu'on voit dans les populations que je soigne. Ils ont souvent perdu leur sensibilité, leurs anticorps contre la coqueluche, et une revaccination en même temps que la diphtérie, tétanos, polio tous les 10 ans est tout à fait légitime. Parce qu'il y a des vraies épidémies, même intra-institutionnelles, de coqueluche. Mais avec une épidémie qui est là tous les, comme j'ai dit, 2-3 ans. Alors la grippe, elle est même plus à présenter. 90% de la mortalité se passe chez les plus de 65 ans. Et en fait, quand on regarde bien, chez les plus de 80, c'est plus de 85% chez les plus de 80 ans. Donc, si on a envie de protéger les patients âgés, il faut vacciner de façon annuelle contre la grippe. On a des vaccins qui sont
pas forcément complètement efficace, on y reviendra sans doute, et c'est pour ça qu'il y a une stratégie à avoir aussi avec l'entourage, et à vacciner probablement l'entourage. En ce qui concerne la Covid-19, je dirais que c'est plus à présenter, mais la maladie Covid-19, elle a elle-même évolué. Elle ressemble de plus en plus à la grippe, avec une mortalité, des complications post-Covid, qui sont du même type que la grippe, décompensation d'organes cardiovasculaires, maladies cardiovasculaires, augmentation du risque d'infarctus du myocarde, augmentation du risque d'accidents vasculaires cérébraux, décompensation de bronchopneumopathie chronique obstructive, décompensation d'insuffisance rénale, etc., etc. Donc toute cette décompensation d'organes, elles aboutissent aussi, pour la grippe comme pour le Covid d'ailleurs, à une décompensation de la fragilité, la vulnérabilité d'un sujet âgé qui va s'énoncer cliniquement comme de la dépendance fonctionnelle. Et donc on a de gros arguments maintenant, c'est près d'un tiers à 50% des gens qui survivent à une grippe ou qui survivent à un Covid vont finalement perdre de la performance physique sous le mode « je deviens dépendant sur les actes de la vie quotidienne », à savoir être en incapacité, tout d'un coup, à s'habiller, à se laver tout seul, donc un impact individuel qui est très fort et un coût collectif qui est absolument exorbitant. Donc si on peut éviter ces maladies, c'est quand même très intéressant. C'est un petit peu la même chose pour le pneumocoque. On a ces impacts-là, avec peut-être un petit peu moins d'impact cardiovasculaire, mais ils existent quand même, avec un impact très clair sur la dépendance fonctionnelle. Les infections à pneumocoque, quand elles ne tuent pas directement, elle tue lentement avec l'acquisition de dépendance fonctionnelle aussi, mais avec des épidémies qui sont, on va dire, un process épidémique qui est très différent. On a de l'acquisition individuelle, on a quelques épidémies intra-institutionnelles, mais elles sont plus rares. C'est une maladie qui est présente toute l'année. Donc on peut se vacciner à n'importe quel moment d'ailleurs. Il n'y a pas d'idée particulière. Et en ce qui concerne le zona, c'est réellement différent parce que l'idée du zona, c'est vraiment la fonctionnalité et la sévérité. Les malades âgés vont faire plus de douleurs post-zostériennes. Le zona lui-même n'est pas forcément très impactant, même si pour les 3000 hospitalisations annuelles, on va avoir à peu près les 2/3 qui vont être liés à des patients âgés ou très âgés. On va avoir sur les 300 000 cas annuels à peu près 5 fois plus de zona chez le sujet âgé que chez le sujet de moins de 50 ans. À partir de ce constat, c'est de dire le zona, est-ce que c'est embêtant? En aigu, pas forcément. Mais par contre, il y a une vraie incidence augmentée et à 3 mois, on a encore un tiers des gens de plus de 80 ans qui ont des douleurs post-zostériennes. Il faut savoir que ces douleurs-là impactent sur le fonctionnement global de l'individu et plus vous êtes fragile, plus vous allez être impacté. Autant au niveau de la cognition, autant au niveau de l'attention, autant au niveau de l'humeur, autant au niveau de votre performance physique. Et là encore, on a vu que le vaccin pouvait protéger. Quand il ne protégeait pas du zona, il protégeait de la sévérité du zona, notamment de la douleur post-zostérienne ou des conséquences de la douleur post-zostérienne. La couverture vaccinale contre le pneumocoque est faible. Comment expliquez-vous cela ? Il y a probablement plusieurs raisons qui expliquent ça. Une première raison est le fait que les recommandations de vaccination contre le pneumocoque sont parfois perçues pour les professionnels de santé comme un peu complexes. En effet, elles ont changé au cours du temps. Ça nécessite la vaccination avec 2 vaccins différents et avec des administrations séquentielles. Et en plus, l'âge, comme on l'a vu, n'est pas en soi une indication de vaccination contre le pneumocoque en France. Ça explique probablement un certain flou et que, au final, cette vaccination ne soit pas proposée par les professionnels de santé, ce qui est dommage. On sait que dans cette population-là notamment, mais en général, quand un professionnel de santé recommande la vaccination, elle va être plus souvent réalisée. Donc, encore une fois, il faut essayer de rendre plus claire cette vaccination et de pouvoir la recommander. Il n'y a pas que le pneumocoque pour lequel la vaccination est faible. Il s'agit également de la couverture vaccinale contre le zona, qui est extrêmement faible en France. Et ça s'explique probablement là aussi par un manque de recommandations. Alors, il est vrai qu'en France, le vaccin qu'on a à disposition à ce stade est un vaccin qui est vivant atténué et donc qui n'est pas possible d'administrer à tous les patients âgés. S'ils sont immunodéprimés, par exemple, ça ne pourra pas être réalisé. Pour autant, il y a probablement chez les professionnels également la notion que ce vaccin est peu efficace et ils ne le recommandent pas aux sujets âgés. Il faut savoir que ce vaccin a une efficacité qui est certes pas parfaite pour réduire le risque de zona, mais qui réduit quand même le risque de douleur post-zostérienne, qui est encore une fois la complication qu'on craint le plus, de l'ordre de 65%. Donc c'est loin d'être
être négligeable. Donc, en attendant éventuellement des modifications de recommandations vaccinales avec un autre vaccin contre le zona, il est important pour les sujets qui peuvent bénéficier de cette vaccination de leur la proposer et de les vacciner si ils acceptent et de leur faire comprendre que ça peut être important. Et concernant la vaccination des professionnels de santé, faut-il les sensibiliser aussi ? En effet, on parlait des professionnels de santé qui doivent être pourvoyeurs de la bonne parole pro-vaccinale. Une des choses aussi assez bizarres, c'est que, en effet, eux-mêmes ne sont pas très bien vaccinés. Donc, il y a un vrai effort à faire, non seulement pour qu'ils soient bien informés, non seulement qu'ils soient bien éduqués autour de la vaccination et de savoir les avantages et les inconvénients de tout ça, mais aussi pour eux-mêmes et de savoir que eux sont des pourvoyeurs de transmission de germes. On l'a vu pendant la Covid parce que ça a été explosif, donc on n'a plus de démonstration à faire. Sur tous les virus respiratoires, ça se passe comme ça. Que ce soit actuellement, maintenant on parle du VRS, pour lequel il y aura un vaccin. On parle bien sûr de la Covid, on parle du pneumocoque, on parle de la grippe. Tous ces vaccins-là, ils sont importants. Il y en a quelques-uns pour lesquels on peut penser, et notamment le vaccin Covid et le vaccin antigrippal, particulièrement le vaccin antigrippal, qui n'est pas extraordinairement efficace chez le sujet âgé. Quand vous vaccinez dans une maison de retraite 3 personnes, et il n'y en a qu'une qui est protégée. Comment on fait pour que les 2 autres soient protégés ? On évite le contact avec le virus grippal. Qui va être le plus en contact avec ces personnes âgées, ça va être les soignants. Donc, le vaccin antigrippal chez le professionnel de santé, il est majeur parce qu'il va lui-même protéger 2 personnes sur les 3. Quand on est dans la communauté, c'est la même chose, avec un petit bémol, c'est que les gens non malades voient moins de soignants. Mais en tant que soignant, chaque fois qu'on va aller voir quelqu'un, alors je parle de personnes âgées, mais on voit des gens qui sont soignés. Tous les gens qui sont soignés, c'est qu'ils sont malades, et s'ils sont malades, ils sont vulnérables. Et probablement que leur système immunitaire est moins bon. On doit sensibiliser les professionnels de santé à prendre cette responsabilité. On a une tolérance absolument excellente. On a 30, 40 ans de recul maintenant sur des milliards de gens qui ont été vaccinés plusieurs fois. Pas de problème particulier. En France, les personnes âgées sont plutôt bien informées sur la vaccination grippale. Est-ce que les professionnels doivent encore informer sur ce type de vaccination les personnes âgées ? Alors, il est certain que cette vaccination est plutôt bien connue des sujets âgés. Pour autant, elle est suivie dans environ 1 cas sur 2 pour les sujets de plus de 65 ans et avec souvent l'idée que c'est une vaccination qui marche pas. Alors, bien entendu, on aimerait que la vaccination antigrippale soit plus efficace et protège davantage du risque de grippe. Elle est variable en fonction des années et en fonction des virus grippaux qui circulent. Pour autant, on peut considérer qu'elle réduit quand même le risque de grippe de façon globale et sur plusieurs saisons entre 25 et 60% comparé aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc c'est une protection qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même importante. Et en tant que professionnel de santé, je pense qu'il faut le rappeler, ce d'autant que c'est une vaccination qui est très bien tolérée. Il faut probablement également rappeler que la grippe, ça donne effectivement une infection, mais ça peut aussi entraîner, comme on l'a vu tout à l'heure, un surrisque des événements cardiovasculaires, AVC, infarctus. Et il y a des données de la littérature qui montrent que se faire vacciner contre la grippe, ça réduit également le risque d'événements cardiovasculaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut peut-être appuyer les bénéfices indirects de la vaccination antigrippale. Et d'ailleurs, j'ai la chance d'encadrer une étudiante en thèse d'université sur cette thématique-là et de voir un petit peu si cet argument-là est un argument qui engendre une augmentation de la vaccination contre la grippe. Par ailleurs, ce qui est certain, c'est que quand on n'est pas vacciné, on risque pas de répondre individuellement à la vaccination antigrippale et on risque pas d'être protégé. Donc une fois de plus, même si le vaccin n'est pas 100% efficace, si on n'est pas vacciné, il risque pas de l'être davantage. Et puis, il faut également faire comprendre aux professionnels de santé que parfois les gens nous disent « oui, mais j'ai été vacciné et puis finalement j'ai fait la grippe ». C'est parfois plus complexe que ça. D'une part parce que parfois les gens sont vaccinés et vont développer un syndrome grippal qui n'est pas la grippe. Donc la grippe protège et réduit le risque d'influenza virus, donc de grippe. Parfois, les gens vont aussi décrire des événements qui vont survenir après la vaccination, qui ne sont pas forcément liés au vaccin, puisqu'on sait qu'après une vaccination, tout ce qui survient n'est pas forcément des effets secondaires, mais peut être également des coïncidences. Et puis, j'encourage également les professionnels de santé, lorsqu'on rapporte un événement inattendu ou grave après une vaccination, de bien le déclarer sur le portail
de déclaration des événements indésirables du gouvernement, de telle sorte à être transparent. Et en faisant ça, on rassure les individus et puis surtout, on s'aperçoit que la vaccination antigrippale est très bien tolérée et au final, le risque de se faire vacciner est extrêmement faible. Par contre, le bénéfice attendu, même s'il n'est pas complètement parfait, puisqu'on n'a pas une vaccination efficace à 100%, comme on l'aimerait, ce bénéfice-là est important avec une réduction du risque de grippe et des événements liés à la grippe. On sait qu'actuellement, il y a des nouveaux vaccins qui sont en cours de développement. Quels sont ceux qui pourront être proposés aux personnes âgées ? Donc il existe 2 types de développement vaccinal, à la fois du développement vaccinal pour améliorer la protection envers des maladies pour lesquelles il existe déjà des vaccins. Je pense au développement vaccinal dans la grippe, je pense au développement vaccinal dans le pneumocoque avec déjà des vaccins très avancés, on en a parlé. Et puis par exemple pour le zona, il existe d'autres vaccins dans d'autres pays qui pourraient effectivement prochainement être recommandés en France et qui ont une efficacité plus importante que le vaccin zona qu'on a en France. Et puis par ailleurs, on a également du développement vaccinal pour venir combler un manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certaines infections, il n'existe pas de vaccin et des vaccins en développement pourront bientôt être proposés chez le sujet âgé. Je pense notamment au VRS, au virus respiratoire syncytial, dont on sait qu'il donne des bronchiolites chez les enfants, mais chez les sujets âgés, il va pouvoir donner des infections pulmonaires, des hospitalisations, des événements cardiovasculaires dans les suites de cette infection virale. Et donc il y a des vaccins en développement déjà bien avancés dans des phases 3 qui pourront être prochainement proposés aux sujets âgés. Je pense également pour les sujets en institution au Clostridium difficile, avec des vaccins là aussi en développement pour réduire le risque de ces infections qui peuvent être des infections graves chez les sujets en institution. Et puis, d'autres vaccins pourront, si les phases de développement, les phases 3 notamment, montrent leur efficacité, être proposés à des sujets âgés. Alors, pas tellement que sur l'âge, mais plutôt sur leurs facteurs de risque. Je pense par exemple à Escherichia coli ou à d'autres vaccins de ce type-là. Je vous remercie pour toutes ces informations sur la vaccination des personnes âgées. On se retrouve dans un prochain épisode de la vaccination pour les pros autour du sujet immunodéprimé. Merci.